Voilà, bonjour à tous, bienvenue. On se retrouve sur une session d'information, parce que la loi de finances mériterait souvent beaucoup plus d'attention. Cette loi de finances, elle est cette loi de finances, donc, elle est composée d'un certain nombre de paramètres sur lesquels je vous propose de revenir. L'objectif étant de rappeler quelques bons réflexes, quelques bons mécanismes sur lesquels il va falloir revenir. D'abord, on n'est pas sur une loi de finances, on est sur une loi de dépenses. C'est-à-dire que la loi de finances pour 2021 n'est pas une loi qui porte un projet en particulier. Ça, c'est récurrent depuis plusieurs années. On est sur une loi qui, tout simplement, organise un système de dépenses publiques, dans le cas naturellement des mesures Covid, et qui a pour objectif, avant tout, de permettre une certaine facilité dans la dépense publique. Donc, l'objectif d'abord de cette loi de finances, qui n'a pas d'envergure au niveau fiscal, à mon sens, elle en a très peu, si ce n'est en matière d'impôts locaux, on va y revenir, c'est avant tout des mesures temporaires de soutien aux entreprises. Ça, c'est la première thématique clé autour de cette situation. Et puis après, il y a des mesures plus particulières autour des impôts locaux. Donc, je dirais qu'il y a deux grands axes sur lesquels on va revenir. Ce sont les mesures qui visent les entreprises. Alors, je ne vais pas revenir sur les aides qui ne sont pas fiscales. Toutes les aides aujourd'hui qui ont été confiées aux entreprises dans le cadre des aides Covid, ce ne sont pas des mesures fiscales, ce sont des subventions publiques versées aux entreprises. D'ailleurs, ces subventions publiques, pour information, font l'objet de contrôle à partir du mois de janvier. Les brigades de contrôle des administrations fiscales ont pour consigne de contrôler toutes les aides qui ont été versées, puisque la plupart des entreprises qui clôturent au 30 septembre ou qui vont clôturer au 31/12 sont en train de télétransmettre leur liasse fiscale. Donc l'administration, aujourd'hui, en fait, est en capacité d'aller vérifier que notamment les seuils de chiffre d'affaires ont bien été déclarés conformément à ce qui était prévu. Donc, naturellement, là, il faut faire extrêmement attention à cet aspect-là. C'est qu'aujourd'hui, les vérificateurs en brigade contrôlent l'éligibilité de toutes les aides qui ont été versées aux entreprises en 2020. Voilà, un petit slide qui récapitule, c'est très mélangé, puisque on est confronté à une récession, on a 40 milliards d'euros d'investissement dans le soutien aux entreprises. Le mot investissement n'est peut-être pas judicieux, puisqu'il n'y a pas de retour. Il y a 100 milliards d'euros globalement de dépenses publiques qui sont intervenues. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu rapporte 50 à 60 milliards d'euros. L'impôt sur les sociétés rapporte 50 à 60 milliards aussi. La TVA rapporte 150 milliards d'euros. Donc, vous imaginez la taille du plan de relance de 100 milliards d'euros, c'est quasiment près de la moitié d'une année comptable au niveau de l'État. Alors, la baisse du taux d'IS, a priori, elle est maintenue. Ce taux d'IS devrait de toute évidence, et c'est le projet, ce taux d'IS devrait de toute évidence être rabaissé au 1er janvier 2022 à 25%. En clair, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, en l'état actuel, à cet instant T, il n'y a pas de projet d'augmenter ou de stopper la baisse du taux d'IS qui devrait tendre toujours vers le 25%, ce qui est un des plus bas taux d'Europe. Aujourd'hui, la France va connaître et connaît un des plus bas taux d'impôt sur les sociétés à 25%. Nous sommes partis au départ de 33%. Nous arrivons à 25% en 2022, avec toujours la progressivité de la baisse de la taxe d'habitation. On va revenir sur cette baisse de la TH qui va naturellement être corrélée avec une hausse de la TF. Je vais revenir sur les impôts locaux. Donc, les mesures fortes du plan de relance, naturellement, c'est en termes d'impôts locaux, et ça, j'insiste, c'est la baisse de la CVAE. Alors, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, tout le monde ne la règle pas, naturellement. Il faut dépasser un certain seuil en la matière. Mais surtout, il faut revenir sur ceux qui seraient éventuellement ici dans ce groupe, qui seraient propriétaires d'établissements industriels ou qui auraient du foncier industriel. Vous allez connaître en 2021 une baisse de 50% de la TF, taxe foncière, et la cotisation foncière des entreprises sur vos établissements industriels. Alors, tout le monde ne l'est pas, naturellement. Les établissements industriels, c'est environ 10% des infrastructures économiques en France. Donc, c'est quand même assez minoritaire. 90% des autres structures sont essentiellement des infrastructures de bureaux, des infrastructures d'habitation résidentielle ou un tertiaire très classique, ou, le cas échéant, des bâtiments à usage agricole qui peuvent aussi faire l'objet d'exonérations spécifiques. D'ores et déjà, sur cette CVAE, je l'écarte un petit peu parce que ce n'est pas
Ce n'est pas l'enjeu. Je reviens sur une question importante, c'est fondamentalement la question de la valeur locative. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, vous devez impérativement vous intéresser à vos impôts locaux. Alors, je ne parle pas de la taxe foncière à 1 272 € que vous payez. Je parle d'une taxe foncière qui dépasserait au minimum les 10 000 € par an, ou une CFE qui serait là aussi au-delà de 5 à 6 000 € par an. Quand on additionne taxe foncière plus CFE, faites ce calcul, s'il vous plaît. Vous verrez que vous payez énormément d'impôts locaux. Et donc, il est important de vérifier que ces bases sont correctes et ont été correctement calculées. Pendant trop d'années, les contribuables ont pensé que leurs impôts locaux étaient bien calculés. L'administration savait pertinemment qu'ils étaient mal calculés. C'est pour ça qu'en 2017, elle a engagé une procédure de révision des valeurs locatives. Et cette révision des valeurs locatives, qui permet en fait le calcul des 3 impôts, TH, TF, CFE, cette révision, elle a fait l'objet d'un certain nombre de modificatifs en loi de finances. Et vous regarderez, ne serait-ce que dans la presse, hein, on en parle régulièrement. D'ici 2025, la révision des valeurs locatives, engagée en 2017, va produire ses pleins effets. Et on devrait, et ça c'est mathématique, on devrait avoir un doublement des impôts locaux d'ici quelques années. D'où l'intérêt d'anticiper et d'ores et déjà de geler la position sur les valeurs locatives quand cela est possible, au regard d'un certain nombre de paramètres aujourd'hui qu'on maîtrise bien et qui permettent d'avoir une vraie optimisation fiscale de ce côté-là. Mais optimisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on revérifie les calculs et on s'assure que l'impôt que vous payez est conforme à ce que vous devez réellement payer. Donc, ce n'est pas une optimisation sauvage, c'est une optimisation de l'égalité. Et l'administration fiscale nous accorde aujourd'hui, en moyenne, 50% de réclamations. Et les clients sont souvent surpris par les montants qui sont récupérés à la suite. Donc, vérifiez bien. Aujourd'hui, la volonté du législateur en loi de finances, ça a été de dire, je vais aider les entreprises industrielles. Ce sont elles les grosses consommatrices en termes de ressources humaines. Il faut que je leur allège leurs charges et donc je leur allège leurs impôts, notamment les impôts locaux. En parallèle, vous avez vu que pour la CFE, pour la création d'établissements, c'est une nouveauté, c'est 3 ans d'exonération au lieu d'une année standard. C'est 3 ans d'exonération. Bon, bah, écoute, qui est seulement si la commune a voté cette délibération. Hein. Ouais. Je vous demanderai simplement de couper vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend. Bon, bah, écoute, à suivre. Je ne sais pas qui parle. Ouais, mais les deux pingouins, ils sont pas simples. Ouais, alors, oui, je pense que on participe non, à une non, à discussion qui ne gérer, nous concerne tout à pas. fait. Ouais. Je pense que c'est Philippe Pouillon. Voilà, Philippe Pouillon, il faudrait qu'il coupe son micro. Voilà. Allez, je désactive son micro. Voilà, c'est la sanction ultime. Voilà. Alors, sur la baisse des impôts de production, autre levier à actionner. Donc, on a ces questions-là en particulier. Hop, je vais en profiter pour revenir. J'en profite pour revenir sur la baisse des impôts de production. En parallèle, pour les industriels, on a aussi une jurisprudence particulière. J'y reviendrai si vous y voyez un intérêt pour vous. Opportunité en termes de dégrèvement de taxes foncières. J'ai vraiment conçu ce module non pas comme une formation linéaire sur la loi de finances qui ne serait pas adaptée à une activité du matin à 8h30 courte. Taxes foncières, pensez-y. Si vous avez été confronté en tant que propriétaire foncier à de la vacance locative de vos locataires, vous avez la possibilité, en cas de démonstration de cette vacance et d'une inexploitation qui aurait duré au moins 3 mois, de solliciter le remboursement au prorata temporis de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, pensez-y, c'est l'article 1389 qui le permet, que ce soit du résidentiel, que ce soit du secondaire, du commercial, de l'industriel, peu importe. Dès lors que vous êtes amené à payer une taxe foncière, à rembourser cette taxe foncière, eh bien, vous êtes possiblement éligible à l'article 1389 qui vous permet de déposer une réclamation gracieuse auprès de l'administration fiscale en lui expliquant, il faudra simplement faire attention à justifier. Un mot qui est important, c'est justifier, c'est-à-dire qu'il faut démontrer qu'on a tenté de louer ou qu'on a perdu son locataire et qu'on a tenté de louer et qu'on n'a pas réussi à louer en raison tout simplement d'un marché locatif qui était inopérant. On se pose la question, nous, en fiscalité, aujourd'hui, du dégrèvement pour réduction d'activité, la fameuse CFE que vous allez recevoir en 2021,
et même celles que vous avez d'ores et déjà reçues en 2020, si vous avez été amené à fermer votre établissement, si je répète, si vous avez été amené à fermer votre établissement, on peut se poser la problématique d'un dégrèvement partiel pour réduction d'activité. Je prends un exemple simple. Si vous avez acquitté une CFE de 2 000 € et que vous avez fermé votre établissement pendant un mois, logiquement, vous êtes éligible, dans le cadre d'une réclamation fondée sur l'article 1647 bis, à demander un dégrèvement pour réduction d'activité au prorata du temps de fermeture. La CVE, j'en parle pas, la TASCOM, on n'est pas concerné ici, j'ai pas de grande surface. À moins qu'il y ait ici Est-ce qu'il y en a ici qui payent la TASCOM dans le groupe? Pas de réponse. C'est que c'est bon. Les mesures de soutien. Abandon de loyer, vous en avez entendu parler, hein, cet abandon de loyer, c'est la possibilité pour un bailleur qui louerait, dans le cadre d'une activité normale, son activité immobilière, donc qui louerait ses locaux à une entreprise et qui aurait été obligé, entre guillemets, vu les circonstances du Covid, de consentir à un abandon de loyer. Eh bien, aujourd'hui, on a une réduction d'impôt qui s'applique, puisque à la fois l'abandon de loyer est déductible au titre d'un abandon de créance, mais en plus, c'est un crédit d'impôt. Alors, ce n'est pas une réduction, c'est un crédit d'impôt. Et ce crédit d'impôt est reconduit jusqu'au 30 juin 2021. Ce crédit d'impôt est assez intéressant puisqu'il va vous permettre, sous certaines conditions qui sont rappelées ici, il faut généralement que le bailleur soit une personne physique ou une personne morale de droit privé. Il faut que le locataire soit locataire en titre déjà au cours de l'année. Et ça va viser essentiellement, par exemple, tous ceux qui seraient gros propriétaires fonciers, je pense aux hôteliers, aux restaurateurs, qui seraient propriétaires des murs et qui les loueraient à leurs activités professionnelles. Ça fonctionne. Eh bien, la réduction d'impôt, le crédit d'impôt, pardon, est de 50% de la somme des sommes abandonnées et la renonciation des loyers. Donc, attention, il y a une véritable stratégie. Est-ce qu'il vaut mieux abandonner ses loyers et récupérer 50% au crédit d'impôt, ou est-ce qu'il vaut mieux abandonner ses loyers avec une clause de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire en disant, pour l'instant, en 2020, je ne vais pas me poursuivre moi-même, je mets en attente les loyers, mais je ferai un rattrapage en 2021 ou en 2022. Voilà, il y a un vrai choix. Le vrai choix, c'est simple. Est-ce que la structure sera capable ou pas un jour de régler ses loyers? Si vous estimez que votre locataire ne sera jamais capable de les payer, autant prendre le crédit d'impôt. Si vous estimez au contraire que le locataire pourra payer avec un différé, un étalement, un report de charge, eh bien, il est peut-être préférable de garder la charge et le produit en attente, de telle sorte que vous puissiez ensuite vous payer. Donc là, il y a un vrai choix stratégique. On ne va pas parler du plafond qui n'a pas de sens dans le cadre de PME, TPE. Vous imaginez par contre naturellement que ce plafond a un sens pour des grandes entreprises. Voilà. Autre aspect assez intéressant dans cette loi de finances, au-delà des aspects très traditionnels, vous aurez la possibilité, et ça c'est la nouveauté de la loi de finances 2021, de réévaluer librement vos actifs. Bon, ça fera l'objet, si vous voulez, d'une session qu'on réalisera spécifiquement à l'intention de ceux qui souhaitent le réaliser. Ça vise quoi? La révélation libre des actifs, c'est très comptable, c'est très fiscal, c'est très technique. Je vais vous l'expliquer assez simplement. Ça vise simplement, mais très simplement, ça vise à permettre à une entreprise qui sera en déficit comptable au cours de l'exercice 2020, 2021, 2022, de réévaluer la valeur de son bilan. Et cette réévaluation de valeur, au niveau notamment des immobilisations, aura pour effet l'apparition d'un profit exceptionnel. Et ce profit va venir s'imputer sur les pertes comptables. Donc, en clair, si on prend une image, vous êtes à moins 100 sur un résultat fiscal et vous savez que votre entreprise a quand même de la valeur, notamment des actifs immobiliers corporels, des actifs immobiliers, des actifs corporels. Vous savez que vous avez des bâtiments, par exemple, qui sont inscrits au bilan de l'entreprise. Eh bien, vous savez que ces bâtiments ont une certaine valeur de 50 et vous savez qu'ils ont pris une valeur de 150, ils ont survalorisé de 150. Eh bien, vous estimez que le marché immobilier, avec une expertise, avec la certitude que votre chiffre est juste, vous remontez la valeur de 50 à 200. Vous avez donc entraîné une variation de bilan de 150. Eh bien, votre déficit de 100, vous allez pouvoir le gommer et même vous allez pouvoir faire apparaître un excédent de 50. L'objectif de cette réévaluation de bilan, c'est une vraie volonté du législateur de permettre aux entreprises françaises de compenser leurs pertes Covid, essentiellement, par une réévaluation de bilan qui va permettre de représenter un bilan propre au niveau de l'activité et surtout de permettre à l'entreprise, par exemple, de mieux se revendre, ça c'est un premier enjeu,
ou au contraire, de se refinancer. On parlait tout à l'heure de capitaux propres, j'entendais M. Huon parler de capitaux propres tout à l'heure, bien de se refinancer par le biais d'une banque qui va apprécier naturellement d'avoir en face un bilan propre, réévalué, et des actifs qui vont générer cet écart de réévaluation positif. Donc pensez-y, je n'entrerai pas dans la technique spécifique de ces notions-là. Il y a des conditions naturellement, il va falloir être très attentif à ces conditions. Il y a des conditions d'étalement, de report de l'écart qui apparaissent. En clair, l'opération est censée normalement être neutre temporairement jusqu'à la revente éventuellement de l'entreprise, où là, on va dénouer un certain nombre d'opérations. Donc, retenez bien ce mécanisme-là, parlez-en à vos conseils. Vos conseils sont là pour justement vous aider à travailler sur cette question en particulier. La cession de bail immeuble, ça, on y reviendra si vous voulez qu'on y revienne. Sur la TVA, je n'ai pas d'évolution, si ce n'est une évolution majeure. Pensez-y. La facturation électronique. D'ici 2025, vous allez avoir l'obligation, PME, TPE, de transmettre vos factures uniquement par la voie électronique. Donc, fini les facturiers Exacompta, fini les petites factures que je fais sous Word, fini les factures que je fais sur un bout de papier. Aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas toléré, c'est de moins en moins toléré. Et puis surtout, 2025, vous aurez obligation de transmettre, attention, c'est plus le PDF, c'est fini. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas sur un PDF qui serait transmis, c'est pas ça une facture électronique. Une facture électronique, c'est une ligne informatique que vous envoyez à votre débiteur, qui l'intègre dans son système comptable et qui la traite. Et cette ligne, naturellement, vous imaginez bien que c'est une ligne sécurisée qui va éventuellement, naturellement, empêcher toute notion de fraude, d'erreur de taux, d'erreur de base, et qui va générer, c'est ça la subtilité du système, qui va générer chaque mois automatiquement votre déclaration de TVA. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, peut-être moins pour les experts comptables, qui vont peut-être voir une partie d'une activité changer. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour le dirigeant que vous êtes. Ça sous-entend aussi, allons jusqu'au bout de la logique, que le résultat fiscal d'une entreprise sera dorénavant calculé en temps réel par l'administration fiscale. Puisque si j'ai la TVA qui est transmise, j'ai mon chiffre d'affaires qui est transmis. Si je reçois en parallèle mes factures de fournisseurs, ce sera symétrique. Donc, mathématiquement, à la minute près, vous serez capable de savoir quel est votre bénéfice ou votre perte. On va dire, bah oui, mais les charges de personnel, par exemple, ça ne sera pas dématérialisé. Ah si, il y a la DSN. Donc, aujourd'hui, en fait, l'entreprise va être un noyau de dématérialisation totale. Et donc, toutes les relations économiques d'une entreprise vont passer par le prisme de l'informatique. Et 2025, c'est le Big Bang, puisque les PME-TPE qui étaient jusqu'alors sortis du dispositif, 2023, vous avez vu que c'est les grandes entreprises qui vont y passer. Et on sait que le fer de lance dans les processus de dématérialisation, ce sont les grandes entreprises. Pour une raison simple, on va chercher les grandes entreprises qui sont tout en haut, qui ont des donneurs, qui sont elles-mêmes des gros donneurs d'ordre. Donc, elles vont elles-mêmes imposer à leurs fournisseurs d'être capables de traiter les factures électroniques qu'elles vont leur envoyer. Et leurs propres fournisseurs vont devoir faire la même chose vis-à-vis de leurs propres sous-traitants. Et donc, on a une vraie problématique qui est une problématique d'anticipation. Donc, je vous invite d'ores et déjà à réfléchir avec vos prestataires informatiques. Certains ne sont pas prêts, clairement, aujourd'hui, à basculer, mais à vos prestataires informatiques de prendre la main et de vous permettre d'anticiper très tôt cette notion-là, éviter le Big Bang du 1er janvier 2025, commencer peut-être dès maintenant. Alors, pour ceux qui travaillent avec les marchés publics, vous allez utiliser l'application qui s'appelle Chorus. L'application Chorus, c'est déjà de la dématérialisation, mais c'est une démat à mi-parcours, parce que quand vous allez sur Chorus, vous précisez un certain nombre de paramètres dans les cartouches Chorus, et puis après, vous scannez votre facture et vous l'envoyez. Chorus, aujourd'hui, est capable de gérer la démat totale, c'est-à-dire vous émettez votre facture sur un système de facturation compatible. Une fois que vous cliquez sur « Envoyer », ça n'envoie pas un PDF, ça envoie un fichier. Donc, prenez bien garde à cette évolution importante. Vos comptables, vos experts comptables, vos conseils doivent vous en parler. 1er janvier 2025, c'est demain, ça va aller très vite. Et puis surtout, si vous travaillez avec des donneurs d'ordre importants ou même étrangers, la question de la facturation électronique va venir beaucoup plus tôt que vous le pensez. Les offres composites. Les mesures techniques, oui. Alors, il y a quelques mesures techniques qui ne sont pas inintéressantes. En mesures techniques, vous avez la question de la perte. Petit à petit, vous avez les centres de gestion, vous les connaissez, ces centres de gestion
qui vous permettait d'obtenir d'abord une réduction d'impôt. Et le fait d'adhérer à un centre de gestion, vous évitez que votre bénéfice individuel soit majoré de 1,25. À terme, ces centres de gestion vont disparaître. Ils vont disparaître. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, véritablement, ces organismes de gestion agréés disparaissent tout doucement parce que, tout simplement, l'avantage, entre guillemets, le désavantage fiscal qu'on mettait sur la tête de ceux qui n'adhéraient pas disparaît lui-même. Donc, l'intérêt pour un centre de gestion, l'intérêt fiscal, est en train tout doucement de disparaître. Et donc, on va revenir, je pense, sur un mode différent. Et ça, c'est un expert comptable pourra vous l'expliquer encore plus précisément que moi, mais les conséquences sur les professions d'expertise comptable vont naturellement être aussi importantes. S'agissant des personnes physiques, on a des notions qui sont en train de revenir sur la question des droits d'enregistrement, sur les prestats compensatoires. Oui, ça, je pense que certains ne sont pas concernés. Peut-être la directive DAC, je rappelle toujours, mais c'est un peu mon leitmotiv. Au-delà du barème de l'impôt sur le revenu que vous retrouverez, que je pourrais vous donner séparément, il n'y a pas de souci. On n'a pas de révision particulière du barème de l'impôt sur le revenu aujourd'hui en France. Revenir simplement sur la DAC 6. Faites extrêmement attention. On est en Moselle, on est en Alsace, de façon générale. Moi, je prends tout le Carest. Aujourd'hui, je travaille de Mulhouse à Sarreguemines. J'insiste lourdement sur le fait que faites attention à bien déclarer, à bien penser à déclarer. Dans le cadre de vos déclarations de revenus, on pourra faire un séminaire, déclaration de revenus. Si vous voulez ça, on pourra y revenir. Mais dans ce séminaire, faites bien attention à bien déclarer sur ce qu'on appelle la 3916, bien déclarer dans le cadre de votre déclaration de revenus tous les comptes, tous les contrats, comptes et contrats que vous détenez à l'étranger. Ça, encore une fois, j'insiste. Ces comptes et contrats détenus à l'étranger, ça vise les contrats d'assurance vie, les contrats de prévoyance, les contrats de capitalisation, en fait, toutes les sommes d'argent qui peuvent potentiellement être sur des contrats en banque, soit par le biais d'établissements financiers intermédiaires, soit en direct dans la détention d'un compte dans une banque étrangère. La DAC6, notamment, a organisé une transmission d'informations extrêmement importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Allemands communiquent aux Français la liste des Français qui ont des comptes chez eux. Inversement, les Français le communiquent aux Allemands. Sauf que les Allemands sont plus cool, les Français sont plus méchants. Aujourd'hui, l'administration fiscale française vous taxe 1 500 € d'amende par compte x 4. C'est l'année de prescription, 4 ans. C'est-à-dire qu'en clair, si vous avez 5 comptes que vous n'avez pas déclarés à l'administration fiscale, même s'il n'y a rien dessus, même s'il n'y a pas un centime dessus, eh bien, ces comptes, virtuellement, vous êtes sanctionnable de 5 x 4 x 1 500, c'est-à-dire 30 000 € d'amende. Je peux vous assurer, pour avoir des clients aujourd'hui qui arrivent dans le bureau en pleurs, l'administration fiscale est rigide sur cet aspect-là. Elle applique les amendes et elle est, entre guillemets, parfois sans humanité. Et puis parfois, ils font preuve d'un peu plus d'humanité. Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'attitude de l'administration est très opportuniste et qu'elle a pour objet vraiment d'aller chercher de l'argent, entre guillemets, facilement. Parallèlement à ça, si vous n'êtes pas capable de démontrer l'origine des fonds qui sont sur ces comptes, vous encourez une amende qui peut aller jusqu'à, alors un prélèvement, qui peut aller jusqu'à 80% du montant des sommes. Donc voilà, soyez très attentifs à ces aspects-là. Pensez bien, soit si vous faites votre déclaration à titre personnel, à bien le faire, là aussi. Pensez aussi à vous faire accompagner, le cas échéant, par un conseil. Mais voilà, faites extrêmement attention. La tradition en Moselle, en Alsace, c'est toujours la même chose. C'est souvent l'ouverture d'un compte à la naissance d'un enfant dans une banque au Luxembourg, en Belgique, ou pas très loin en tout cas. Moi, sur l'Alsace, là où je suis aujourd'hui, c'est essentiellement la Suisse. Et ça fait partie des traditions familiales. Et bien souvent, l'enfant qui va naître, on va lui ouvrir un compte. On ne va peut-être pas lui dire qu'il a un compte ouvert dans une banque. Et puis, arrivé à 30 ou 40 ans, au moment des successions, bien, il va découvrir l'apparition de ce compte qu'il n'aura jamais déclaré. Un dernier exemple, la France a conclu une convention fiscale avec la Turquie et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et qui opère transmission automatique des comptes entre la France et la Turquie. Donc, les ressortissants turcs qui vivent en France sont pistés et les ressortissants français qui ont des comptes en Turquie, là aussi, sont pistés, listés. Voilà. Donc, encore une fois, l'idée, c'est la transparence. Vous devez être transparent avec l'administration fiscale et tout donner en termes d'informations
pour éviter toute reprise de la part de l'administration. Voilà, en clair, aujourd'hui, je n'ai pas d'autres observations à faire, à part un certain nombre d'actes, mais je préfère laisser le temps à la discussion. La réduction Pinel est maintenue jusqu'en 2024, vu que le marché immobilier s'est effondré. Donc, ils maintiennent la réduction d'impôt Pinel. Donc, pour ceux et ceux qui veulent investir dans ces outils-là, je ne m'exprimerai pas, mais en tout état de cause, vous savez, vous avez ce système aujourd'hui qui est toujours prorogé de 12 à 18%. Naturellement, vous voulez faire un Pinel dans les DOM, hein, vous passez à 29% dans les DOM. Voilà, mais on pourra en reparler si vous voulez. Et puis, je vous propose de nous retrouver sur des prochaines sessions, soit en social, soit en fiscal. On remontera, je pense, une session spécifique sur les impôts locaux, si on a la demande auprès des uns et des autres. Et puis, voilà, n'hésitez pas à diffuser, le cas échéant, l'information et à revenir vers moi si vous avez des questions. À bientôt. Merci beaucoup.